exploration de l'esprit critique nous amène à rencontrer Lucas Roxo. Donc, Lucas Roxo, c'est un journaliste indépendant qui appartient à un collectif qui s'appelle La Friche, notamment, et c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier journaliste à avoir fait ce qu'on appelle une résidence, c'est-à-dire qu'il s'est mis à disposition sur un territoire, c'était Roubaix, plus précisément, dans les Hauts-de-France, et il a été amené à travailler pendant plusieurs mois avec des enseignants de différents niveaux pour monter des projets d'éducation aux médias. Donc, c'est un peu un vétéran d'éducation aux médias parce qu'il a commencé il y a quelques années. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir avec lui et de discuter de la juste posture pédagogique. Et parce que voilà, ça fait partie des choses qu'on a évoquées dont on a discuté en tout cas avec Julien Lecomte. Là, c'est l'occasion d'approfondir un petit peu, grâce à son regard et son expertise sur l'éducation aux médias, cette question de comment est-ce qu'on se positionne quand on est formateur et qu'on est amené à faire de l'éducation aux médias et plus particulièrement à enseigner l'esprit critique. Bonjour Lucas. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je laisse la parole et puis on aura une petite session de questions-réponses à la fin de votre intervention. Ça marche. Du coup, peut-être juste une toute petite précision. J'étais le deuxième journaliste en résidence. La première, elle s'appelle Valérie Roire et elle était à Dunkerque. Et moi, je suis arrivé à Roubaix quelques semaines après. C'était en 2016. Du coup, moi, j'ai prévu une petite présentation de 20 minutes et puis de laisser 10 minutes pour des questions, puisque du coup, on m'a dit que j'avais une demi-heure. Ce que je vais vous proposer, c'est d'abord, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours dans l'éducation média à l'info et un peu les différentes étapes intellectuelles par lesquelles je suis passé et qui ont nourri la réflexion que j'ai aujourd'hui. Je vais enchaîner peut-être en racontant quelles sont les idées reçues sur l'éducation média à l'info qu'on a aujourd'hui et qui sont peut-être un peu à déconstruire, notamment dans le discours politique. Et puis après, je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai construit la posture d'intervenant que je vais avoir en atelier d'éducation média à l'info, quelle est la pédagogie que j'ai mise en avant, et puis je vais conclure avec des petites idées ou des perspectives de réflexion sur cette pratique-là. Et puis, je montrerai une ou deux petites vidéos au milieu. Voilà pour le programme. Du coup, alors, pour commencer, donc, moi j'ai un parcours assez classique de journaliste. J'ai fait l'école de journalisme de Lille. Et en fait, assez rapidement dans ma pratique professionnelle, j'avais la sensation que quelque chose n'allait pas complètement entre les journalistes et les citoyens. J'avais l'impression que je ne me retrouvais pas complètement dans la manière dont les médias racontaient la société, et surtout je ressentais un petit malaise sur le fossé en fait qui avait pu se créer entre voilà, les citoyens, citoyennes et les journalistes. Et donc assez rapidement, moi je me suis posé la question de comment faire pour changer ça, comment mettre ma pierre à l'édifice. Et donc en fait, après une expérience dans la presse traditionnelle, au début à la sortie de l'école, je suis rentré assez vite dans un média de proximité dans le quartier de la Goutte d'Or, dans lequel en fait j'ai commencé à animer des ateliers de pratique radio, des ateliers d'expression. Et ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est qu'on n'était pas du tout dans la même conjoncture politique. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, les subventions que touchaient les associations, les projets qui étaient montés, ils étaient centrés sur en fait de l'expression, sur créer des plateformes d'expression, donner aux gens des outils pour qu'ils puissent s'exprimer eux-mêmes en utilisant les outils médiatiques. Et donc en fait, je me suis retrouvé dans ce média associatif. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré construire de l'information de manière collective avec d'autres personnes. En l'occurrence, dans un quartier qui est quand même assez stigmatisé médiatiquement, qui était le quartier de la Goutte d'Or. Et en fait, je me retrouve en janvier 2015, et donc je me retrouve en atelier au moment des attentats de Charlie Hebdo. Et donc, les attentats de Charlie Hebdo se déroulent le matin, c'était un mercredi, et moi, je suis en atelier l'après-midi. Et là, en fait, je me rends compte de deux choses différentes. Je me rends compte à la fois qu'en fait, la manière de s'informer des jeunes est complètement différente de la mienne, alors qu'on n'a que quelques années d'écart. Et je me rends compte aussi que il y a un nombre d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, un nombre de réactions, un nombre de voilà, qui en fait est un peu qui m'effraie un peu sur le moment. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu changé de position sur la question des fausses infos et des théories conspirationnistes, mais j'y reviendrai. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et du coup, ça m'a un peu mis une claque ce moment-là. J'avais 24 ans, je ne savais pas comment réagir face à cette situation.
Donc, ça m'a fait quand même pas mal me remettre en question et c'est ce qui m'a poussé après, du coup, à essayer de creuser un peu sur ce questionnement que j'avais eu à ce moment-là et donc à postuler à la résidence de journaliste de Roubaix. En fait, une résidence de journaliste, on arrive sur un territoire et donc on doit, en fait, rencontrer tous les acteurs, soit du milieu éducatif, soit du milieu culturel, du milieu social, pour leur proposer des ateliers ou des projets d'éducation aux médias à l'info dans leur structure. Donc moi, il se trouve que je suis resté 6 mois à Roubaix et que j'ai dû faire une quarantaine de structures, que ce soit collège, lycée, école primaire, centre social, médiathèque, club de prévention, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte à Roubaix, c'est que la plupart du temps, en tant que journaliste, on arrivait pour faire de l'éducation aux médias, on arrivait pour apporter des choses. C'est-à-dire qu'on arrivait en se disant, nous, on va donner des clés de compréhension aux gens pour qu'ils construisent leur esprit critique, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne posture. Qu'en fait, il ne fallait pas arriver avec une posture verticale, qu'il ne fallait pas arriver avec une posture de sachant, parce qu'en fait, finalement, on est autant dans une bulle que les gens qu'on a en face de nous. Et en fait, arriver avec nos gros sabots de journalistes pour remettre les gens sur le droit chemin des médias traditionnels, en fait, c'est voué à l'échec, ça ne marchera pas. Et en fait, du coup, moi, c'est une période où je me suis beaucoup, beaucoup remis en question et où j'ai notamment compris quelque chose qui ensuite deviendra assez fondamental dans ma réflexion sur le journalisme, qui est qu'en fait, les médias n'ont pas juste le rôle d'informer, en fait. On se cantonne souvent à l'idée que les médias sont là pour nous informer, pour nous donner des informations. Mais en fait, pour nous informer, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, moi, la manière dont je le perçois maintenant, c'est que les médias ont un rôle social, les médias ont un rôle identitaire. Les médias sont là pour créer du lien, les médias sont là pour donner des sujets de conversation, pour qu'on puisse discuter avec nos amis, pour qu'on puisse construire des relations et pour qu'on puisse construire son identité. Je vais vous donner un exemple pour ça. C'est à Roubaix, par exemple, quand j'arrivais en atelier d'éducation aux médias à l'info, en fait, et que je demandais quelle est l'image de Roubaix dans les médias, comment Roubaix est décrite dans les médias. Les gens me disaient, que ce soit jeune ou vieux, hein, Roubaix, c'est la ville la plus pauvre de France. Roubaix, c'est la ville où il y a le plus fort taux d'abstention en France. Et Roubaix, c'est une ville où le radicalisme djihadiste a particulièrement touché en fait, la ville. Et donc, en fait, ce que je me disais, c'est, en fait, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, c'est difficile à dire. Je pense que c'est assez compliqué de savoir est-ce que Roubaix est la ville la plus pauvre de France ou non. On pourrait dire que oui, mais on pourrait aussi dire que non, a priori, que c'est pas vrai en tout cas. Et juste, ce qui est important voilà, de se dire là-dedans, c'est qu'en fait, moi, les personnes que j'avais en face de moi, en tout cas les jeunes, elles se construisent avec ce miroir médiatique-là, qu'il soit vrai ou faux. En fait, elles se construisent avec en fait, les médias qui décrivent, en fait, qui construisent la représentation de Roubaix comme celle de la ville la plus pauvre de France, d'une ville avec le plus fort taux d'abstention en France, etc. Et donc, en fait, ce que je me suis dit, moi, c'est que c'est quand même assez compliqué de se construire quand on a ce miroir médiatique-là face à soi. Et c'est là où, en fait, on touche les limites, je trouve, des médias, juste, enfin, du rôle seulement d'informer pour les médias traditionnels. C'est là que j'ai compris ça. Et puis après, du coup, j'ai continué un peu mon parcours dans l'éducation aux médias à l'info, ce qui m'a poussé à créer, du coup, en 2019, avec 3 autres journalistes, le collectif La Friche, qui est un collectif de journalistes et de journalistes qui font de l'éducation aux médias à l'info, mais qui, en fait, qui fait de l'éducation média à l'info en décidant de la replacer dans un cadre plus d'éducation populaire, en s'inspirant des pratiques d'éducation populaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation média à l'info, elle a été extrêmement médiatisée et mise en avant depuis les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Mais en fait, elle existe depuis très longtemps. C'est-à-dire que le Clémy, dans l'éducation nationale, la met en place depuis très longtemps. Mais surtout enfin, surtout aussi que les médias alternatifs, les médias participatifs, les associations de quartier, les associations d'éducation populaire font de l'éducation aux médias depuis aussi une trentaine d'années. Et donc, nous, avec la Friche, ce qu'on voulait faire, c'était resituer l'éducation aux médias dans le cadre de l'éducation populaire, mais aussi, en fait, interroger les attendus politiques autour de l'éducation aux médias aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'EMI, aujourd'hui, elle est arrivée comme ça, d'un coup, dans le discours politique, en fait, dans le discours institutionnel, et un petit peu dans le discours médiatique aussi. C'est ça qu'on essaye de faire. Et en gros, nous, on essaye de le faire de deux manières, à la fois en faisant des ateliers et des formations d'éducation aux médias à l'info, et à la fois en produisant des choses collectivement, en faisant en sorte que, en tant que journaliste, l'éducation aux médias nourrisse notre pratique, et puis que notre pratique de journaliste nourrisse notre manière d'animer des ateliers EMI.
Et du coup, nous, ce qui nous a intéressé à un moment donné, c'était de questionner les attendus politiques autour de l'éducation média à l'info, et donc de s'attaquer un peu aux idées reçues sur l'EMI aujourd'hui. J'en ai sélectionné 3, il y en aurait peut-être un peu plus, mais la première idée reçue qu'on va avoir, en gros, qui va lancer, en fait, qui va pousser à pratiquer de l'EMI, c'est que les jeunes s'informent mal, en fait. C'est la première idée reçue, quoi. Moi, quand on me demande d'intervenir dans une classe ou avec des jeunes, on me dit oui, ils s'informent mal, ils sont trop sur les réseaux sociaux, etc. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis d'accord. Je vais vous montrer, pour illustrer mon propos, je vais vous montrer un extrait d'un documentaire que j'ai réalisé sur une classe de 3e de Tourcoing, au collège Lucie Aubrac, une classe média, où du coup, une des élèves de la classe explique comment elle s'informe en utilisant les réseaux sociaux. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? Oui. Yes, super. Et donc, je vais aller. Début de l'électricité, pour l'instant, on ne peut pas investir dans l'électricité. J'aimerais bien que vous me disiez, par exemple, Marianne, comment tu t'informes? Est-ce que c'est là que vous voulez aller chercher l'information ou c'est le soir à la maison à la télévision? Tout d'abord, je commence à checker Snap. Je regarde un peu, si vous voyez, les stories de tout le monde. Et on peut voir qu'en ce moment, il y a BFM qui sort des stories. Je pense que ça s'appelle Les Pépites. Il y a Combini aussi qui parle de l'actu. Ensuite, dès que j'ai checké tout ça, je pars sur YouTube. Et quand j'arrive sur YouTube, je vais dans les tendances. Je regarde un peu tout ce que tout le monde regarde. Et je vais sur Actualité. Et là, je regarde tout ce qui est en ce moment. Je regarde aussi les dates. Dès que j'ai fini de checker tous les réseaux sociaux, je vais sur la devanture de Google. Et ensuite, je compare entre toutes mes infos que j'ai. Et j'essaie de me forger une propre opinion et de comprendre. Je ne vais pas tout simplement dire ouais, ils manifestent et puis c'est tout. Je vais comprendre, je vais essayer de savoir pourquoi ils manifestent, comment ils manifestent et tout ce qui est autour. Hop. Voilà pour le petit extrait. Donc, ce que je voulais raconter à travers ce petit extrait, c'est en fait, c'est un peu dire les jeunes ne s'informent pas plus mal que les autres, en fait. Et le fait de s'informer via les réseaux sociaux n'est pas nécessairement une mauvaise manière de s'informer. En fait, même il y a certaines études qui ont montré que c'était plutôt les personnes âgées qui partageaient des fausses informations plutôt que les jeunes de moins de 25 ans. Donc, et notamment parce qu'en fait, les jeunes qui vont sur les réseaux sociaux sont, en gros, connaissent en fait le fonctionnement des réseaux sociaux, sont assez familiers avec le fonctionnement des algorithmes, savent qu'en fait, ils sont aussi eux-mêmes piégés en fait par les applications et du coup ils sont assez conscients de ça, ils ont quand même pas mal de recul de ça. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, en observant cette classe-là, c'est que les élèves avaient énormément d'esprit critique, mais que parfois il manquait un cadre, en fait un espace où ils pouvaient l'exprimer et ils pouvaient en fait créer une forme de réflexivité sur leur propre pratique. Le son de ma voix est beaucoup plus bas après la vidéo. D'accord, je vais remettre mon kit main libre. Oui, là, ça va mieux. Voilà, donc c'est ça que je voulais expliquer, c'est qu'en fait, les jeunes ont des codes qui leur permettent d'utiliser les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas forcément de cadre où en fait parler de cette pratique-là, où en fait expliquer ce qu'ils font et du coup créer eux-mêmes de la réflexivité sur leur propre pratique. La deuxième idée reçue à laquelle je voulais m'attaquer, et donc je pense que ça va être complémentaire avec l'intervention de Rémi juste avant, c'est que moi j'aurais tendance à dire que les théories du complot ne sont pas partout, en fait. J'aurais moi tendance à dire de la manière dont j'envisage l'éducation aux médias à l'info, qu'en fait, on est très inquiet avec les théories conspirationnistes, qu'en fait, il y a une panique, je trouve, publique, médiatique, autour de la question des théories du complot. Mais en fait, moi, je rencontre très peu de jeunes complotistes, en fait, quand je fais des ateliers d'éducation aux médias à l'info. Et même, j'irai même plus loin, je me demande vraiment, en fait, qu'est-ce qu'on appelle complotisme. Est-ce qu'un jeune qui dit en atelier « le Covid n'existe pas », est-ce qu'on peut dire que c'est un complotiste, en fait? Est-ce que si on
si on a un cadre de discussion dans lequel il va nous expliquer pourquoi il pense ça, etc., est-ce qu'en fait, on peut vraiment continuer à l'appeler complotiste? Qu'est-ce qu'un vrai complotiste, en fait? Et je ne suis pas sûr que, en fait, moi, les personnes que je rencontre en atelier d'éducation aux médias et à l'info, soient ce qu'on peut appeler des complotistes. Et donc, je pense que c'est vraiment un terme, c'est vraiment un concept qui a interrogé aujourd'hui. Parce que, voilà, est-ce que ma mère qui m'envoie un texto pour me dire qu'elle a vu un épidémiologue suisse qui disait que en fait, le vaccin mettait une puce 5G dans mon bras, est-ce que ma mère est complotiste? Je ne sais pas. En tout cas, ça se questionne, quoi. En tout cas, ce à quoi je peux répondre là-dessus, c'est qu'en tout cas, pour moi, les théories conspirationnistes et même les fausses informations ne sont pas en fait au cœur de l'EMI. Pour moi, l'éducation média à l'info, c'est pas que les fake news et les théories conspirationnistes. C'est bien plus de choses. Ça doit intégrer les fausses informations et la déconstruction en fait et la vérification de l'information. Mais en fait, pour moi, c'est un petit bout de quelque chose qui est plus grand et qui est en fait de la construction de l'esprit critique. Ouais, ça marche. Je vous mettrai ça dans le Google Doc que Elisa a partagé tout à l'heure pour le lien que vous demandez. La troisième idée reçue à laquelle j'avais un peu envie de m'attaquer, c'est un peu l'idée qui est un peu à débattre, c'est il existe une bonne manière de s'informer. Généralement, en tout cas moi en tant que journaliste, quand j'ai commencé à faire mes premiers ateliers d'éducation média à l'info, je me disais en fait il faut quand même que je leur explique comment s'informer, qu'il y a une bonne manière de s'informer, etc. Or aujourd'hui je suis plus sûr de ça. Je pense que la bonne manière de s'informer, c'est une manière qui en gros qui vérifie plusieurs sources, qui prend en compte plusieurs points de vue, qui pense contre soi-même, qui a de l'esprit critique, etc. Mais qui fait ça? Objectivement, aujourd'hui, qui fait ça? Qui lit une info dans le Figaro, puis une information dans Libération pour comparer? Qui, en fait, qui va chercher différents points de vue à chaque fois sur toute information de la journée, etc. Moi, je connais vraiment pas grand monde qui fait ça, ou alors c'est que des journalistes qui font des revues de presse pour France Inter. Mais sinon, voilà, je sais pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre trop, en fait, des personnes qu'on va avoir en atelier d'éducation média et info. Je pense que c'est à peu près normal qu'il y ait des manières de s'informer qui soient très disparates. Et en fait, je ne suis pas sûr voilà, que ma manière de m'informer est meilleure que la manière de s'informer des personnes que je vais avoir en atelier. Et pour illustrer ce propos-là, je vais vous montrer un deuxième extrait de mon documentaire. Et puis après, hop, j'enchaînerai juste après. Faut-il croire aux informations? Faut-il croire aux informations? Comment exercer son esprit critique face aux informations? Laura. Il faut prendre du temps pour travailler, que ce soit une chronique, une rubrique, quelque chose dans la presse écrite ou à la télé, ça doit être travaillé. Et souvent, les patrons des médias ou l'État, etc., vont mettre la pression sur les journalistes pour qu'ils puissent travailler plus vite. Et donc, des informations, des fois, elles sont faussées. Vous êtes d'accord avec Flora quand elle dit que parfois, il y a une pression qui est exercée sur les journalistes qui doivent travailler un peu dans l'urgence? Ça, je suis sûr que tu as des choses intéressantes à dire. J'aime pas parler, c'est pour ça. Ah oui, mais là, c'est un débat, ça. Et tu t'es évalué? Si j'aime pas parler, j'aime. Non, ça, non, là, je suis pas d'accord. Il me semble que quand tu es sorti du conseil de classe, tu étais contente qu'on t'ait mis quoi? Les encouragements. Ben voilà. Là, tu vois, les encouragements, c'est pour t'encourager à parler. Comment toi, tu t'informes d'habitude? Sur les réseaux sociaux. Vas-y, donne des exemples. Les réseaux sociaux comme Twitter. Ensuite, la télé. Plus d'infos et voilà. Est-ce que d'autres... c'est dit? Moi, je m'informe comme OFSA, plus sur la télé et sur les réseaux sociaux, mais des fois, on ne voit pas la même chose. Je m'informe plus dans la télé, sur le journal, parce que je trouve que c'est plus concret. Ils montrent des vidéos, des images. Moi, je trouve que c'est mieux quand même d'avoir plus l'avis du peuple, parce que la télé, on ne voit pas assez, alors que sur Internet, tout le monde peut s'exprimer, parce qu'on peut poster des articles ou alors faire des vidéos quand on veut. Et du coup, c'est mieux de voir l'avis de tout le monde. Comme ça, à la télé, on ne voit pas toujours les mêmes personnes qui parlent toujours les mêmes choses avec toujours les mêmes opinions. Et si par exemple il y a un moment où c'est un peu choquant, où ça ne va pas passer parce que ça va passer à la télé, alors que si c'est amateur, il filme ce qu'il voit
Et du coup, on peut voir ce qui est brut, en fait. On voit l'information, on voit l'image, et on en déduit ce qu'on voit. Et toi, Afsa, qui lève la main? Genre, moi, je regarde tout, mais je fais moins confiance à BFM TV parce que je trouve qu'il mente un peu sur beaucoup de choses. J'ai pas confiance en ce que je lis sur les réseaux sociaux, ce que je vois à la télé. J'écoute plus la radio pour m'informer parce que je trouve que ça a l'air plus vrai en fait. C'est à nous de varier ce qu'on regarde. C'est pas de se laisser prendre par l'application ou par les médias. Il faut pas rester en mode ah oui c'est comme ça. Il faut aller par exemple faire des recherches, regarder ce qu'on n'a jamais découvert. Après c'est notre travail à nous ça. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que non. Revenu, c'est bon. Donc, voilà, je voulais vous montrer cet extrait parce que moi, il a fait naître un débat chez moi qui était, en fait, c'est intéressant, il discute de est-ce que vaut mieux s'informer sur les médias traditionnels ou est-ce que vaut mieux s'informer sur les réseaux sociaux avec des informations brutes qui ne sont pas mises en forme par des journalistes. Et moi, je sais, je vois à peu près la manière dont moi, je m'informe. Qui est plutôt la première, mais en fait, je ne sais pas si aujourd'hui, en fait, vu ce qui s'est passé récemment avec la question des gilets jaunes, la question de filmer la police dans le cadre de violences policières, etc. Voilà. En tout cas, je pense que c'est une question qui est intéressante à poser. Et surtout, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que finalement, on a des jeunes qui vont aller sur les réseaux sociaux, qui vont aller sur Instagram, Snapchat, et qui en fait vont avoir accès à des contenus médiatiques. Donc, on va peut-être avoir des élèves en fait, qui lisent plus Le Monde parce qu'ils lisent Le Monde sur Snapchat que leurs profs. En fait. Ça, je trouve ça assez intéressant. En tout cas, dans ce que peuvent apporter les réseaux sociaux, bien sûr. Bref, voilà, ça, c'était les 3 idées reçues. J'accélère un peu parce que je sens que là, je traîne. En gros, toutes ces idées reçues-là, moi, m'ont permis en fait, de construire aujourd'hui ce que Elisa a appelé dans l'intitulé de ce petit temps un chemin d'apprentissage, ce que moi, j'appellerais aussi en fait, une démarche pédagogique qui, pour moi, vise 2 choses en fait, dans l'éducation média à l'info. C'est en fait c'est de permettre aux gens de se réapproprier leur rapport à l'information. Se réapproprier leur rapport à l'information, pour moi, ça veut dire, en fait, se réapproprier, créer de la réflexivité sur leur propre manière de s'informer, c'est-à-dire avoir une manière de s'informer qui soit plus critique et plus sereine qu'avant. Et 2, en fait, comprendre qu'en fait, on peut être aussi acteur ou actrice de l'information. En fait, on peut aussi se réapproprier les moyens de production de l'information. Pour moi, c'est un peu les 2 objectifs de l'éducation aux médias à l'info. Et du coup, moi, j'ai pas mal réfléchi à en fait, les meilleurs moyens en fait, d'accéder à ça. Et pour moi, la première étape, c'est de trouver une posture et de définir un cadre, en fait, quand on va intervenir en tant que journaliste avec des personnes dans des ateliers d'éducation aux médias et à l'info. Installer un cadre, c'est-à-dire que pour moi, quand j'interviens dans une classe, dans un établissement scolaire, il faut que ce soit clair que l'atelier d'éducation média à l'info n'est pas un cours magistral. Il faut que ce soit clair que la parole, en fait, peut s'exprimer, que tout le monde peut s'exprimer, peut dire des choses même qui sont parfois choquantes. Et en fait, pour moi, c'est important, dans chaque endroit où je vais, de vraiment qu'on ait un cadre propre. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à faire des jeux, en fait, qui peuvent sembler complètement inutiles, mais des jeux de présentation lors desquels, en fait, je ne vais pas me présenter seulement en tant que journaliste. Je vais aussi me présenter en tant qu'homme blanc, en tant que plutôt classe sociale moyenne sup, je vais aussi présenter mes manières de m'informer à moi. Je vais aussi, voilà, je vais me vulnérabiliser ou c'est-à-dire que je vais m'ouvrir aux gens. Je ne vais pas juste être là pour leur apporter quelque chose. Je vais aussi, en fait, partager des choses qui sont plus du domaine, en fait, des choses humaines, quoi. Et donc ça pour le cadre. Et pour la question de la posture, je vais faire attention à bien, en gros, installer une logique d'horizontalité. En fait, je ne vais pas faire de cours magistral de 2 heures où je vais expliquer c'est quoi le métier de journaliste. En fait, je vais utiliser une pédagogie par le faire. Je vais mettre des outils dans la main des gens avec qui je suis. Je vais leur demander de produire de l'information. On va produire collectivement à un niveau en fait, d'égalité où eux vont apporter des choses et moi, je vais apporter des choses aussi. Et peut-être le truc que je trouve intéressant dans la réflexion sur la posture, c'est moi, ce que je trouve important, c'est de partir des pratiques des personnes qu'on a en face de toi. C'est-à-dire de ne pas arriver dans un atelier avec des jeunes et de se dire, je vais les faire bosser sur un magazine papier trimestriel. Si leur pratique informationnelle, c'est plutôt les réseaux sociaux, c'est plutôt de la vidéo, c'est plutôt des podcasts, et ben, en fait, je vais
adapter ma manière d'aborder l'EMI à partir de leurs pratiques informationnelles, en gros. Du coup, moi, une fois que le cadre et la posture, elles sont pour moi réfléchies avant l'atelier, moi, les ateliers, je les construis toujours un peu de la même manière. Ça va être très simplifié la manière dont je vais le dire, mais je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu avec la friche, en fait, comment on a construit notre pédagogie. Donc, en gros, moi, j'ai une pédagogie qui est en 3 temps, c'est construire, déconstruire, reconstruire. Grosso modo, c'est assez simple. C'est ce qui va me permettre, déjà peut-être un truc que je devrais dire, c'est que moi, j'accepte plus beaucoup comme Elisa, tu précisais tout à l'heure, sur les ateliers one-shot où en fait, on peut pas faire vraiment, on peut pas aller dans la profondeur. Moi, j'accepte plus trop les ateliers one-shot. Moi, généralement, les ateliers que je fais, c'est plutôt à partir de 3 séances. Ça m'arrive encore d'en faire, mais j'essaye d'éviter. Et du coup, en 3 séances, par exemple, c'est possible, ou en 3 séquences, en tout cas, d'ateliers. Donc, comment se construit l'information? C'est-à-dire, la première étape, comment se construit l'information, c'est le fonctionnement des médias, le décryptage de l'information, comment se fabrique l'info, en fait, comment on en arrive à construire une info comme celle-là, en partant bien sûr des pratiques des personnes que j'ai en face de moi. Et dans un deuxième temps, en fait, on va déconstruire cette fabrication de l'information. C'est-à-dire qu'on va faire entrer la question du doute, on va faire entrer la question du regard, la question du point de vue, on va faire entrer la question de la subjectivité. On va faire entrer de la critique des médias, le modèle économique des médias, on va parler de la construction des stéréotypes, de la construction des représentations, on va parler de la différence entre une info et une fausse info, entre une info et une publicité. En fait, on va déconstruire tout ce qui fait aujourd'hui information, à la fois dans les intentions, dans la subjectivité ou les lignes éditoriales ou les regards en fait, qui amènent l'information, et à la fois dans le format, c'est-à-dire dans, je ne sais pas, par exemple, comment un flash info est construit, etc. Et donc, ça va être la deuxième étape, c'est faire entrer le doute. Et une fois que cette étape elle est passée, généralement, moi, je me retrouve face à des gens, notamment des jeunes, qui vont me dire « Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on doit croire, en fait, où est-ce qu'on doit s'informer, on est perdu, etc. » C'est pour ça que c'est important de ne pas finir après le déconstruire. Et c'est pour ça que la troisième étape, qui pour moi est une des plus importantes, c'est le reconstruire. Reconstruire une information qui nous ressemble, c'est-à-dire à la fois ce que je disais tout à l'heure, se réapproprier son propre rapport à l'information, voir en fait qu'on est capable nous-mêmes en fait de contourner en fait les algorithmes sur les réseaux sociaux pour s'informer un peu comme on veut, d'aller voir les médias qu'on veut, etc. Mais qu'on est aussi capable de porter notre voix et de porter nos récits en fait grâce aux outils médiatiques. Et donc cette dernière étape qui est importante et qui nous amène à produire des choses ensemble en fait. Voilà, j'arrive à ma conclusion. Après vous avoir montré un peu la pédagogie en 3 temps, je voudrais insister sur 5 tout petits points pour conclure. Le premier point sur lequel je voudrais insister, ça colle avec l'idée de posture dont je parlais avant, c'est que pour moi, l'éducation aux médias fait changer autant les journalistes que les publics avec lesquels les journalistes interviennent. C'est-à-dire que moi, je pense que je ne serais pas le même journaliste aujourd'hui si jamais je n'avais pas fait d'éducation aux médias et à l'info. Et je pense justement que ça nous met dans une posture d'humilité en tant que journaliste sur en fait, l'impact de nos productions médiatiques. À la fois dans une posture d'humilité parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, si par exemple on bosse pour un journal papier, les jeunes ne nous lisent pas en réalité, mais ça nous permet aussi de nous rendre compte de l'impact qu'on va avoir si jamais on écrit un papier qui peut être stigmatisant pour une certaine catégorie de la population. Et comme on a en fait des gens en face de nous, c'est un rapport au terrain qui est différent que le rapport au terrain de la production, mais qui est quand même, je trouve, qui est très marquant. Et voilà. Le deuxième petit point de conclusion, c'est de vous dire que pour moi, l'esprit critique se niche là où on ne s'y attend pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir l'impression que parfois que des gens qu'on a en atelier ou des jeunes n'ont pas forcément autant d'esprit critique qu'on le penserait. Mais en fait, ils se nichent dans des endroits qui sont surprenants. Dans cette classe média là, dont je vous ai montré 2 extraits, il y a un jeune qui, en fait, finalement, a une stratégie de vérification de l'information qui est très, très poussée, mais sur la question du mercato de football. En fait, comme il se rend compte que les sites, les médias sportifs racontent un peu n'importe quoi sur le mercato, il s'est fait son petit système de vérification, notamment en suivant essentiellement les comptes officiels des clubs, etc. Ce qui fait que voilà, en fait, lui, il a développé un esprit critique sur l'information, mais qu'il a en fait cantonné à la question qui l'intéresse le plus, c'est-à-dire les informations footballistiques.
Et ça, c'est un truc qu'on a remarqué à d'autres journalistes aussi. Je sais que Vincent Caucase, qui travaille à Libération aussi, on discutait pas mal de ça. Que l'esprit critique, voilà, il est parfois là où on ne s'y attend pas. Donc, le troisième point de conclusion, mais je l'ai un peu déjà dit, donc voilà, l'éducation média à l'info, ce n'est pas juste les fake news. Ça, je pense que je l'ai déjà dit, donc je vais pas insister dessus, mais du coup, ça va me faire une transition vers mon quatrième point, qui est que, je vais le dire un peu pompeusement, mais pour moi, l'éducation média à l'info est là pour changer la société. En fait, moi, je pense qu'il faut le voir comme un levier en fait, de transformation sociale, l'éducation média à l'info, comme l'éducation populaire. C'est-à-dire comme une manière de lire le monde de manière critique et donc de se donner des outils pour aller le changer. Et pour aller le changer, c'est-à-dire aller changer les représentations médiatiques qui ne nous conviennent pas. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler notamment dans des territoires ruraux ou en quartier populaire avec de l'éducation média à l'info, parce que en fait, l'EMI peut venir pour en fait, changer, pour donner en fait, un espace aux gens pour qu'ils puissent changer la représentation de leur propre territoire ou des choses qui les intéressent. J'en profite pour faire un mini aparté pour dire que il y a aussi un impensé ou un attendu politique dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi le fait qu'il y a pas mal de dispositifs d'éducation média à l'info qui visent beaucoup les quartiers populaires. Et moi, je voudrais dire vraiment qu'en fait, on ne s'informe pas plus mal en quartier populaire qu'ailleurs, au contraire. Et donc, donc, le dernier point de ma conclusion, c'est du coup le rôle des journalistes dans tout ça. En fait, quel est le rôle des journalistes dans l'éducation média à l'info, étant donné qu'il y a des profs qui font ça, qu'il y a des éducs, qu'il y a des animateurs socioculturels. Et ben moi, du coup, je vais reprendre une idée qui a été développée par une chercheuse, Amandine Carvela, avec laquelle je travaille pas mal, et qui, en fait, nous, les journalistes, je pense qu'on est là pour être des médiateurs, en fait. Des médiateurs de différents espaces, en fait, des médiateurs entre les jeunes et les structures dans lesquelles ils sont, des médiateurs entre les gens et le monde des médias. En faisant de l'éducation aux médias, en fait, on crée une passerelle entre des médias qui n'arrivent pas à retisser un lien avec les habitants et les habitantes, et des gens qui ont l'impression que les portes leur sont fermées. Alors, je ne dis pas qu'on va tout changer et qu'en fait, on va réouvrir les portes des médias traditionnels à tout le monde grâce à l'éducation média à l'info. Mais je pense qu'on peut en fait à la fois faire permettre à des récits d'émerger, en fait, des récits qui sont alternatifs d'émerger dans des médias traditionnels grâce à l'éducation média à l'info. Je pense notamment à ce que fait la ZEP, Zone d'expression prioritaire, ou d'autres médias, ou le Bandiblog par exemple. Mais ça va aussi permettre aux journalistes de se remettre en question. Et en fait, d'une certaine manière, ça va créer un rapport de force entre les gens et les journalistes, puisque ça va donner aux gens des outils pour remettre en question les journalistes eux-mêmes. Et ça va nous forcer, nous, à nous améliorer, je pense, dans notre travail. Voilà pour ma petite conclusion. Je vous présente juste... Ouais. Parce que je suis désolée, je te presse un peu, parce que malheureusement, on commence à courir un peu après le temps. Ça marche. Et j'ai été un peu trop long. Je dirais juste que toutes ces idées-là que j'ai un peu développées, elles sont dans un livre qu'on vient de sortir qui s'appelle Petit manuel critique d'éducation aux médias et qui est sorti aux éditions du commun et qui est en librairie et qui est déjà commandable si vous voulez aller plus loin sur toutes ces idées.